Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse sur la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée ce matin. Nous aurons comme thème de cette conférence de presse la révision totale de la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation. Aux côtés de Monsieur le Conseiller fédéral, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce podium Monsieur Gregor Hefliger, du secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche, chef du domaine recherche nationale, ainsi que Monsieur Daniel Höchli, directeur du Fonds national suisse, du FNS. Avant de passer au thème de la conférence de presse de ce jour, quelques petites informations et tout d'abord des salutations aux quelques 25 étudiants de la Haute École en économie de Zurich, de la Hochschule für Wirtschaft de Zurich, qui aujourd'hui sont parmi nous pour assister à cette conférence de presse. Ils effectuent un bachelor en communication et j'espère qu'ils auront l'occasion aujourd'hui de recevoir des informations utiles pour leur formation. Vous avez reçu ce matin à peu près toutes les informations que vous deviez recevoir par voie de communiqué de presse. Deux choses vont vous parvenir dans les minutes qui suivent encore. Tout d'abord, un communiqué de presse sur le projet de rapport du Conseil fédéral sur la stratégie de la protection de la population et de la protection civile. Ce communiqué de presse devrait être distribué dans les minutes qui suivent, le temps que l'information interne ait pu être faite au département. Et ensuite, vous recevrez encore un communiqué de presse concernant le projet de loi fédérale sur la formation continue, l'ouverture de la procédure de consultation. Ce communiqué devrait être distribué maintenant ou dans les minutes qui suivent également. Enfin, comme je vous l'avais dit et préannoncé encore, demain vous aurez un communiqué de presse qui concerne le rapport au Conseil national sur les élections au Conseil national du 23 octobre 2011. Ce rapport sera mis en ligne demain et sera accompagné d'un communiqué de presse pour vous signaler la publication. Enfin, dernière information, ce matin, le Conseil fédéral a également fait le point sur le développement de la situation économique et de la crise de la dette des pays européens. Pour ce faire, il a entendu en prélude à sa séance Mme Anne Héritier-Lacha, la présidente de la FINMA, l'autorité fédérale de surveillance des banques, ainsi que M. Philippe Hildebrand, le président de la Banque nationale suisse. Cette rencontre fait suite aux contacts réguliers qu'entretient la délégation des finances, qui est composée du DFF, du DFE et du DFAE, sur ces questions avec la Banque nationale et la FINMA. Il y a des contacts réguliers qui ont lieu. Il s'agissait pour le Conseil fédéral de faire le point de la situation, de continuer à analyser le développement de la situation. Aucune décision n'était prévue pour aujourd'hui, donc aucune décision en conséquence n'a été prise. Voilà, est-ce que vous avez, sur la séance qui s'est déroulée aujourd'hui, des questions avant que nous passions au thème du jour? Oui. Est-ce que le Conseil fédéral a discuté aujourd'hui d'une éventuelle participation suisse au Fonds de stabilité européen? Non, ça n'a pas été un des sujets de discussion d'aujourd'hui. Y a-t-il d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer au thème du jour et je passe tout de suite la parole à Monsieur le Conseiller fédéral. Merci, Mesdames et Messieurs. Je salue également les étudiants qui sont avec nous aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, le Conseil fédéral a en tout cas pris une décision, c'est dans le domaine de la recherche, puisque nous avons approuvé la nouvelle loi sur la recherche. Ça donne l'occasion au Conseil fédéral de faire le point également sur les objectifs prioritaires, les priorités qui ont finalement été réalisées dans cette législature qui va bientôt se terminer dans le domaine formation, recherche, innovation. Ça donne aussi l'occasion de faire le point sur le contexte actuel de la recherche en Suisse, qui est très important. Et puis, ça nous donne évidemment aussi le point de mettre en évidence quelques éléments principaux de cette loi sur la recherche et sur l'innovation. Dans son programme de législature 2007-2011, le Conseil fédéral s'est fixé comme objectif stratégique de consolider la place de la recherche, de consolider durablement cette place de la recherche de la Suisse dans le domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation, pour être exact. Cette place, elle est très bonne. Mais l'enjeu, c'est clairement d'y rester et d'y rester aussi longtemps que possible dans un monde qui bouge beaucoup. Cet objectif pourra être mieux atteint avec plusieurs pièces d'un puzzle qu'on peut vous montrer sur les écrans ici.
tout d'abord, le premier point ou la première pièce de ce puzzle, la première priorité, c'était clairement d'avoir dans cette législature l'adoption de la loi sur l'encouragement des hautes écoles et sur la coordination de ce qu'on appelle le paysage suisse des hautes écoles. Cela s'est réalisé maintenant puisque le Conseil national et le Conseil des États, le Parlement, a adopté cette loi lors de la session d'automne dernier. Donc ça, c'est un point qui est très important et qui est fait. La loi, maintenant, elle va être complétée par un concordat au niveau des cantons, et puis on va relier le concordat et la législation fédérale avec une convention de collaboration. Tout cela va prendre un peu de temps, et l'entrée en vigueur, véritablement, la concrétisation sur le terrain avec l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur les hautes écoles nouvelles, ça sera pour 2015. Ainsi, on aura cantons et confédérations qui coordonneront mieux ensemble toute leur action dans le domaine des hautes écoles et qui porteront ensemble la responsabilité de ce domaine des hautes écoles pour la qualité, pour la perméabilité du système, comme le demande d'ailleurs la Constitution depuis 2006, très nettement approuvée par la population. Et ce nouveau fédéralisme sera en fait maintenant, enfin bientôt, mis en place sur le terrain. Donc, première pièce, première priorité, elle est réalisée et elle sera concrétisée prochainement sur le terrain, même s'il faut du temps dans notre pays pour mettre tous ces éléments du fédéralisme, nouvelle formule en place. Et puis, il y a des autres pièces prioritaires. Ces autres pièces prioritaires, elles touchent évidemment à l'argent. Et c'est très important que nous ayons les messages FRI, les fameux messages d'encouragement du domaine formation, recherche et innovation pour les différentes années à disposition. Et là également, pour la législature, on peut dire que l'objectif est réalisé. Il y avait le message pour la législature elle-même. Également maintenant, le message complémentaire pour l'année 2012 a été accepté. Pour la période qui va de 2008 à 2012, on aura une croissance des dépenses de l'ordre de 6%, comme l'avait souhaité, donc 6% par année. Entre 2008 et 2012, si on regarde ce qui a été décidé, on arrive à cela. Et il y aura, dès l'année prochaine, donc on est en train d'y mettre la dernière main, dès le début de l'année prochaine, le prochain message quadriennal pour la période 2013-2016. Et nous aurons là, avec ce nouveau message, la possibilité de faire un bilan sur la période de 2008 à 2016, fin 2015, début 2016. Et on verra que pour cette période-là, on arrivera à peu près, si tout se passe bien comme nous le souhaitons, à une croissance des dépenses de l'ordre de 5% par année sur l'ensemble de cette période. Et ça veut dire que ce domaine aura été clairement un des domaines à la croissance la plus marquée dans toutes les dépenses de la Confédération. J'aimerais aussi souligner ici, à cet égard, l'importance, à notre avis, décisive des progrès nécessaires dans les grandes infrastructures de recherche. Ça, c'est une tâche de la Confédération. Elle finance en grande partie ces grandes infrastructures de recherche à travers le domaine des écoles polytechniques fédérales, de grandes infrastructures de recherche comme le SwissFEL, le laser à électrons libres de l'Institut Paul Scherrer en Argovie, et puis comme également le centre de calcul scientifique qui est basé à Lugano, ou encore comme le fameux projet Blue Brain qui pourrait devenir Human Brain, j'en reparlerai tout à l'heure, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Ça, c'est vraiment des infrastructures de pointe. Elles sont très importantes pour structurer l'espace des hautes écoles, l'espace de la recherche, la collaboration entre les différents éléments et aussi avec les entreprises privées. L'objectif stratégique de la législature, donc consolider durablement la place suisse du savoir, on pourrait dire, eh bien, ça passait aussi par cette loi sur la recherche, donc la révision de la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation. Ça, c'est une pièce qui vient se mettre maintenant en place et on peut, en quelques mots, décrire le contexte dans lequel elle se met en place. On peut faire, si vous voulez, quelques constats de base pour planter le décor. D'abord, la recherche en Suisse est fondamentalement établie sur de bonnes bases. Elle se développe positivement. Le Conseil fédéral a pour objectif, et c'est le deuxième constat qu'on peut faire, de promouvoir une recherche aussi bien fondamentale qu'appliquée de très haute qualité, cela par un financement de base, notamment à travers les écoles polytechniques fédérales. Troisièmement, le financement privé de la recherche en Suisse, et on le reverra encore tout à l'heure, joue un rôle éminemment important. Et quatrièmement, la Confédération veut continuer de soutenir des conditions cadres de qualité à travers une politique de développement de la place de la recherche suisse, à travers par exemple les accords bilatéraux, toute une série de législations qui sont par exemple, comme celle qui vient d'être acceptée par le Parlement, la loi sur la recherche sur l'être humain, ce genre d'éléments et de lois
ont une importance très importante, mais aussi à travers une loi d'encouragement de ce que fait directement la Confédération ou indirectement par les aides qu'elle donne à ces agences, en quelque sorte, entre guillemets, la loi d'encouragement de la recherche et de l'innovation. Alors, que veut faire cette loi? La loi, le Conseil fédéral, par cette loi, veut encourager dans les institutions publiques l'existence et le développement d'une recherche scientifique de haute qualité. Quand on dit recherche scientifique, et on le définit clairement ainsi dans la loi, on parle autant de la recherche fondamentale que de la recherche qui est orientée vers les applications. Il ne s'agit pas pour nous de réinventer la roue, d'autant moins qu'objectivement, c'est une roue qui tourne vers le succès depuis des années, mais il s'agit de faire en sorte que notre pays ait un cadre légal simple, souple, clair, qui s'adapte bien aux réalités d'aujourd'hui et de demain. Il faut faire en sorte que notre pays maintienne en quelque sorte son avance, on pourrait dire sa qualité d'avance, sa compétitivité. Et c'est assez paradoxal à première vue, mais cela implique beaucoup de partenariats, parfois des partenariats avec des pays qui apparaissent comme des concurrents. Le Conseil fédéral a déjà depuis un peu plus d'une année défini une stratégie en la matière. Il a défini des priorités de partenariat. On peut les résumer en une phrase en disant que nous sommes orientés en partenariat vers l'Union européenne, vers les États-Unis, mais aussi, et c'est relativement nouveau, vers une série de pays émergents, plus exactement 8 pays émergents, dont nous estimons qu'ils sont en train d'avoir un niveau de recherche qui approchera prochainement l'excellence. La recherche et l'innovation sont déjà de fait un domaine prioritaire en Suisse. Vous savez vraisemblablement que la Suisse, globalement, la Suisse privée-publique, si je puis dire, investit environ 3% de son produit intérieur brut, ce qui fait, encore une fois, un domaine de croissance important pour ce qui est des dépenses publiques. La Suisse est, avec la Finlande et la Suède, le seul pays européen à atteindre ce qu'il est convenu d'appeler les objectifs de Lisbonne de l'Union européenne, avec ces 3% du PIB consacrés à ce domaine de l'activité de l'État. Elle atteint cela, la Suisse, grâce à une très bonne complémentarité des investissements publics et privés, puisqu'il y a à peu près un quart, trois quarts entre public et privé dans notre pays. Les dépenses du secteur privé sont essentielles pour la recherche suisse. On le voit ici sur ce graphique qui est très clair et qui montre la part du lion des entreprises privées dans la recherche en Suisse, mais la part quand même aussi très importante liée à la Confédération. Et si on passe au graphique suivant, on voit avec des colorations différentes, le foncé en fait c'est la recherche des entreprises privées et le plus clair c'est la recherche plus publique. Eh bien on voit très bien l'importance tout spécialement dans la recherche fondamentale de l'intervention des pouvoirs publics, ce qui est tout à fait normal, mais on voit aussi, et j'y reviendrai aussi, que les frontières ne sont pas aussi évidentes que cela, qu'on ne peut pas, si vous voulez, tirer un trait tout simple entre la recherche fondamentale et la recherche orientée vers les applications. Les entreprises privées sont donc importantes en Suisse et elles investissent toujours plus. Donc si on regarde dans les dernières années, la dernière décennie ou les dernières décennies, on voit une progression très forte de la recherche des entreprises suisses en Suisse et à l'étranger. Donc les entreprises suisses sont de plus en plus internationales dans le domaine de la recherche. Elles continuent d'investir des deux côtés, si on veut, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Et si on en croit les trends qui sont faits non pas forcément par nous, mais par l'Union européenne, eh bien on voit que le trend serait particulièrement favorable en Suisse. C'est à confirmer, c'est souhaitable, mais c'est à confirmer bien évidemment. Et c'est justement cela qui est l'enjeu fondamental, c'est de confirmer qu'à l'avenir, ce trend positif continue en Suisse de la manière dont il est, semble-t-il, prévu par les experts étrangers. Ces efforts de longue haleine donnent des résultats concrets, mesdames et messieurs. J'aimerais rappeler quelques preuves avec des faits. Je crois qu'il est important de savoir ce que donnent concrètement ces efforts sur le terrain. Tout d'abord, en Suisse, plus de 50% des étudiants du troisième cycle fréquentent une haute école classée dans les 200 premières du monde. Donc, un étudiant sur deux en Suisse est dans une des 200 meilleures écoles du monde. Si on regarde les autres pays, on arrive à des proportions beaucoup plus faibles. Donc on a à peu près 1 sur 4 au Royaume-Uni, 1 sur 5 en Allemagne et 1 sur 10 en France. Ensuite,
Un autre indicateur de l'excellence de la Suisse est donné par le succès des institutions de recherche de la Suisse, des universités en particulier, des écoles polytechniques fédérales, dans ce qu'on appelle les grants ou les subsides qui sont accordés par le Conseil européen de la recherche aux universités sur la base des projets scientifiques soumis. Et c'est vraiment sur la base de critères scientifiques. Ça n'a rien de décision d'en haut, c'est vraiment les projets excellents tels qu'ils sont soutenus. Et là, on arrive avec un classement qui est quand même très intéressant si on le regarde d'un peu plus près. On voit que dans le trio de tête, donc sur le podium, on a les 2 écoles polytechniques fédérales. Dans les 10 premiers, on trouve encore une université suisse, celle de Zurich. Et dans les 15 ou 16 premières, on trouve encore l'université de Genève. Si vous regardez les 10 premières, moi personnellement ça m'a un peu surpris, mais vous voyez que dans les 10 premières places, vous avez 3 universités suisses, les 2 écoles polytechniques fédérales et Zurich, 3 israéliennes, 2 anglaises et une suédoise. La Suisse donc est bien placée, c'est une très bonne chose, et on peut le voir également avec la position des chercheurs eux-mêmes, c'est le prochain, où on voit que les soutiens, les bourses de recherche données toujours par le European Research Council, par rapport au nombre de chercheurs et par rapport au pays, nous placent très bien, donc ici en très bonne position. En plus, on publie en Suisse beaucoup d'articles scientifiques, et si on regarde les articles publiés au monde au prorata de la population, on est en Suisse en pôle position mondiale ex aequo avec la Finlande. Et puis ces articles scientifiques sont de grande qualité si l'on en juge par leur impact, puisque le nombre de fois qu'un article est cité par d'autres chercheurs est très élevé. On est en fait 2e au monde derrière les États-Unis. La Suisse, par ailleurs, est en tête des classements de l'innovation. On a été 3 années de suite en tête du classement européen de l'innovation, le European Innovation Scoreboard. 3 années de suite. Je ne sais pas si c'est à cause de cela qu'on a des téléphones, mais vraisemblablement. Et puis, il faut souligner encore un point. C'est un graphique qu'il ne faut pas regarder dans le détail, mais si vous nous le passez, c'est une espèce de feu d'artifice. En fait, c'est l'internationalisation de la Suisse au plan européen et mondial. Vous ne devez encore une fois pas regarder les détails, à moins que vous le souhaitiez, ça vous pouvez, hein, c'est tout à fait permis. Mais dans les faits, ce que je voudrais ici dire, c'est qu'il y a de plus en plus de publications communes. C'est ce qu'on appelle les copublications, les co-auteurs. On a de plus en plus de choses qui se font en Suisse et avec des chercheurs d'ailleurs. Et on a, pour la Suisse, ici il s'agit des co-publications en Europe, un véritable feu d'artifice. Je leur dis encore une fois, nous avons des collaborations qui augmentent et qui sont partout, pratiquement avec tout le monde. L'enjeu, c'est donc de maintenir cette position de rêve. Je le dis clairement, c'est vraiment une position de rêve. C'est d'ailleurs une chose dont on ne se rend pas vraiment compte en Suisse. On a une situation particulièrement bonne. Dès qu'on va à l'étranger, tout le monde l'envie. En Suisse, on croit qu'elle est donnée, elle n'est pas donnée. Et pour cela, il faut des conditions cadres, il faut des législations qui soient bonnes autant que possible. Et il faut aussi quand même que la Confédération, dans le cadre de sa contribution, et c'est ce but de la loi que nous vous présentons aujourd'hui et que nous proposons au Parlement, bien que la Confédération prenne une place aussi très claire dans ce puzzle. Cette loi, elle a été à plusieurs reprises raccommodée, on peut dire. Il y a eu des révisions partielles de toutes sortes. La dernière est toute récente. C'était la dernière révision qui consistait à inscrire la base légale de la Commission pour la technologie et l'innovation, la CTI. Ça, c'est en vigueur depuis moins d'une année, sauf erreur. Et la discussion avait eu lieu il y a quelques années au Parlement. Il s'agit donc maintenant de donner à cette loi vraiment un coup de jeune complet. Donc c'était une révision totale cette fois-ci. La réécrire, clarifier les compétences et les tâches des organes de promotion de la recherche en Suisse, bien définir le rôle de la Confédération. Nous avons aussi adapté la législation à une science de la recherche et de l'innovation qui est de plus en plus ouverte sur l'extérieur. Et ça, c'est vraiment un élément stratégique clé. Un élément de la recherche qui est devenu un moteur. Et ça, on peut le souligner et l'illustrer par ce qui se passe dans ce qu'on appelle les FET, les FET, les Future and Emerging Technologies. C'est les grands projets de recherche, les flagships de l'Union européenne. La présélection a eu lieu cette année. Elle a donné lieu au choix de 6 projets. Sur les 6 projets qui pourraient être soutenus par l'Union européenne dans les prochaines années, la décision sera prise l'année prochaine, vraisemblablement d'en choisir 2. Eh bien, sur ces 6 projets présélectionnés, il y en a 5 qui ont des participations suisses
Et surtout, il y en a 2 où la Suisse est coordinatrice du projet, un 3e dans laquelle la Suisse, ou plus exactement les écoles polytechniques fédérales, sont les leaders technologiques des projets. C'est notamment le projet Human Brain à l'ETH de Lausanne, mais c'est aussi Guardian Angels des deux écoles polytechniques fédérales, et c'est le projet Future ICT, qui est également un projet où la Suisse a un rôle particulièrement important. Au nom du Conseil fédéral, j'aimerais encore mettre en évidence 3 grandes lignes de ce projet de loi. La première grande ligne, c'est le fait que les compétences des institutions d'encouragement de la recherche, tout spécialement du Fonds national suisse de la recherche scientifique, le FNS, et les compétences de la Commission pour la technologie de l'innovation, la CTI, sont renforcées et leurs tâches sont précisées. Le FNS, le Fonds national, s'occupant prioritairement de la recherche fondamentale, alors que la CTI encourage l'innovation, mais encore une fois, une définition moderne de ces éléments montre que vous n'avez pas une séparation très stricte et qu'on peut tout à fait envisager qu'il y ait une priorité sur le fondamental, mais avec déjà des éléments d'application, et l'inverse est également vrai. Le deuxième élément que j'aimerais mettre en évidence dans cette loi, c'est que la coopération scientifique internationale est mieux définie que par le passé. Le monde tourne plus vite en matière de recherche et nous en avons tenu compte. Il y a aussi plus d'acteurs. Cet aspect a gagné en importance avec l'internationalisation de la recherche que je viens de vous montrer par plusieurs graphiques qui parlaient assez dans ce sens. Cet aspect a gagné en importance au niveau des organisations internationales de la recherche, au niveau des programmes cadres multilatéraux, tout spécialement les programmes cadres avec l'Union européenne, où un des grands enjeux de ces prochaines années sera la définition de notre rôle dans le futur programme cadre qui s'appelle Horizon 2020 et qui commencera en 2014 pour nous amener à 2020. Et puis aussi au niveau bilatéral avec plusieurs importants partenaires étrangers. Le projet prévoit des dispositions pour régler de manière efficace les relations avec les organisations internationales, mais aussi entre les organes suisses et étrangers qui sont chargés d'encourager la recherche, et tout spécialement le Fonds national suisse. Monsieur Oechli va vous en parler plus en détail, directeur du Fonds national, mais ce que je peux dire simplement en une phrase, c'est que nous devons absolument être à la fois ouverts, très ouverts, et excellents, encore et toujours excellents dans la recherche, pour avoir un rôle à jouer, surtout pour créer les emplois et les solutions de demain dans le domaine de la recherche. Enfin, le troisième et dernier élément sur cette nouvelle loi sur la recherche et l'innovation, c'est un élément totalement nouveau. Le Conseil fédéral ouvre avec cette loi la porte à la création d'un parc suisse d'innovation. Donc, il ne s'agit pas du tout d'un parc technologique habituel un petit peu plus grand que les autres. C'est vraiment un projet de beaucoup plus grande envergure. C'est un projet à long, voire très long terme. C'est le développement d'un véritable espace du savoir considérable, privé-public, du type parc technologique du MIT ou ce qui existe à Berlin dans le quartier Adlershof. C'est véritablement la possibilité, mais encore une fois sur une très longue durée, de mettre une sorte de turbo à la recherche de notre pays, et ça implique la mise en commun des forces, de beaucoup de forces en fait, des cantons et du secteur privé. Le Conseil fédéral a décidé d'ouvrir la possibilité de créer plusieurs sites d'implantation, mais avec un seul partenaire national comme porteur du projet en réseau. Donc ce sera une institution de droit privé au public qui regroupe plusieurs forces, les cantons et le secteur privé, qui sera le porteur du projet, mais on peut imaginer son développement sur plusieurs endroits et donc en réseau. En résumé, on peut dire que la création d'un parc d'innovation suisse est rendue possible par la loi. Donc cette loi, c'est simplement cela, mais c'est déjà un bon point et un beau début. C'est rendre possible un tel projet en Suisse. C'est un projet qui nécessite, encore une fois, une action concertée des cantons, des régions intéressées, du secteur privé. C'est un projet qui se fera sous la forme de partenariat public-privé, regroupant toutes les forces régionales, nationales, pour que cela puisse voir le jour. Et la Confédération, elle soutiendra le cas échéant ces projets en mettant à disposition un ou des terrains qui accueilleront ce parc d'innovation. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce projet de loi qui est à notre sens important pour les chercheurs, pour l'économie. Il est important maintenant qu'on exploite au maximum les possibilités de ce projet de loi et qu'on continue de faire de la Suisse une terre de la recherche mondialement utile et scientifiquement d'excellence.
Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. À qui puis-je passer la parole? Monsieur. Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, ich wurde eingeladen, aus Sicht eines der Adressaten dieses Gesetzes, des Schweizerischen Nationalfonds, den Aspekt der Internationalisierung noch etwas zu beleuchten und die Bedeutung des Gesetzes in diesem Kontext. Die Internationalisierung der Forschung ist ein Trend, der in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Wir haben auch schon einige Zahlen gehört. Wer heute eine akademische Karriere machen will, der muss sich über internationale Erfahrung ausweisen, der muss mobil sein. Zumindest zu Beginn der Karriere ist das ganz wichtig. Viele Schweizer Forschende sind deshalb auch im Ausland tätig. Das vergisst man manchmal, dass wir auch ein Netzwerk haben durch diesen Export, kann man sagen. Umgekehrt sind sehr viele ausländische Forschende in der Schweiz tätig, sowohl an den Hochschulen wie auch in der Privatwirtschaft. Es sind über 40% gegenwärtig, das hat ständig zugenommen und ich denke, das beweist auch, dass der Forschungsplatz Schweiz heute sehr attraktiv ist. Die Schweizer Forschenden zeichnen sich auch durch eine sehr hohe Kooperationsbereitschaft aus. Wir haben diese Karte gesehen mit Europa, mit diesen Pfeilen. Ich habe eine Zahl dazu. Rund 65% der Publikationen von Schweizer Forschenden sind Publikationen zusammen mit einem internationalen Partner, mit einem Partner aus einem anderen Land oder mehreren. Das bedeutet, dass die Schweiz dort auch an der Spitze ist oder zumindest eines der Länder mit der höchsten Rate an internationaler Kooperation. Vor 10 Jahren war das noch etwa bei 50%. Nun, internationale Zusammenarbeit ist in der Forschung an sich noch kein Mehrwert. Es ist keine Garantie für gute Forschung. Aber umgekehrt, wenn heute die Forschenden exzellente Leistungen erbringen wollen, und das möchten ja auch die Behörden, dann müssen die Forschenden in den meisten Fachgebieten international zusammenarbeiten, sich vernetzen, um so ihre Kenntnisse auch auszuweiten und gemeinsame Projekte realisieren zu können. Treiber dieser Entwicklung sind die Forschenden selber, wie auch die Hochschulen. Das ist auch richtig so, dass diese Entwicklung von jenen kommt, die die Bedürfnisse selber kennen. Aufgabe der Forschungsförderungsinstitutionen ist es, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, die Forschenden zu unterstützen, dass sie eben diese internationale Kooperation auch realisieren können, dort, wo sie sich es wünschen, wo sie es als notwendig empfinden. Und dafür brauchen wir als Institutionen einen gesetzlichen Rahmen, um in diesem Rahmen agieren zu können. Aus Sicht des Nationalfonds nimmt der vorliegende Gesetzesentwurf diese Entwicklung zur Internationalisierung in mehreren Punkten gut auf. Ich nenne als Beispiel Artikel 10, das ist die Basis, die gesetzliche Basis für unsere Institution. Dort sind die Zuständigkeiten des Nationalfonds beschrieben und dort ist festgelegt, dass der Nationalfonds im Rahmen seiner Zuständigkeit selber über die Instrumente und Formen entscheiden kann, mit welchen er die internationale Kooperation der Forschung fördert. Da kann zum Beispiel darum gehen, dass wir mit Partnerorganisationen, mit Förderorganisationen anderer Länder Vereinbarungen abschließen, um vereinfacht grenzüberschreitende Projekte finanzieren zu können. Wir haben da bereits Experimente, speziell mit Österreich und Deutschland, die vielversprechend sind. Artikel 10 sagt auch, dass der Nationalfonds mit dem eigenen Geld, aus eigenem Antrieb, internationale Programme, grenzüberschreitende multilaterale Programme mitfinanzieren kann. Auch hier haben wir schon Beispiele auf europäischer Ebene, die sogenannten ERANET. Das sind dann thematische Ausschreibungen, wo sich verschiedene Länder mit beteiligen. Das ist das eine, dass wir als Institution selber tätig werden können in diesem Bereich. Ein zweites kommt hinzu. Gemäß Artikel 7 und Artikel 30 kann der Bundesrat den Institutionen der Forschungsförderung und dem Nationalfonds speziell zusätzliche Aufgaben übertragen in der internationalen Zusammenarbeit, speziell dort, wo eben das Fachwissen unserer Institution erforderlich ist. Das kann zum Beispiel ein bilaterales Programm sein, das politisch beschlossen wurde mit einem Partnerland. Wir haben gehört, es gibt prioritäre Partnerländer wie China, Indien und weitere. Und dass dann ein Mandat erteilt wird, dass das auf Stufe der Förderorganisationen gemeinsam umgesetzt wird. Für uns ist dann als Institution wichtig, ein
Hinweis des Bundesrates im Botschaftstext, dass diese Aufgabendelegation immer auch abgesprochen werden muss bezüglich Vorgehen, bezüglich Finanzen, weil natürlich zusätzliche Aufgaben in vielen Fällen nur mit zusätzlichen Mitteln dann auch realisierbar sind. Ein weiterer Punkt, den ich herausstreichen möchte, ist die Tatsache, dass die KTI, unsere Partnerorganisation in der Forschungsförderung, die in der Innovationsförderung tätig ist, gerade im internationalen Bereich grundsätzlich die gleichen Kompetenzen erhalten soll wie der Nationalfonds. Das ist für uns sehr wichtig, weil wir dann viel besser kooperieren können, wenn wir die gleichen Kompetenzen haben. Und hier wird die Kooperation zwischen KTI und Nationalfonds sicher erleichtert mit dieser Angleichung. Denn bei aller internationalen Zusammenarbeit ist es letztlich wichtig, dass die Forschung auch regional und national verankert bleibt, damit der Wissens- und Technologietransfer in die Gesellschaft und in die Wirtschaft stattfindet. Dort ist die KTI vor allem tätig und durch die bessere Umschreibung der Kompetenzen von Nationalfonds KTI, die Abgrenzung wie auch die Kooperationsmechanismen, hilft das Gesetz hier, den Rahmen so abzustecken, dass wir auch von der Grundlagenforschung bis zum Wissens- und Technologietransfer optimale Bedingungen haben werden. Insgesamt aus unserer Sicht bestätigt der Gesetzestext zum einen bestehende Praktiken, die sich bewährt haben, und eröffnet speziell im internationalen Bereich auch den Rahmen, damit wir pragmatisch auch diese Zusammenarbeitsformen weiterentwickeln können. Und seitens des Nationalfonds hoffe ich natürlich, dass wir die mit dem Gesetz verbundenen Erwartungen an unsere Institution dann auch erfüllen können. Vielen Dank. Merci, Monsieur le Directeur. Nous pouvons passer à vos questions. Est-ce que vous souhaitez poser à l'un ou l'autre des intervenants une question? Vous avez la parole. Oui, monsieur. Oui, j'aimerais revenir sur le parc national. J'ai pas tout à fait compris qui porte le projet, puisque j'ai compris qu'il y a des collaborations, confédération, canton, secteur public-privé, mais qui dirige ce projet, qui le lance? Alors la loi ouvre la possibilité de faire en Suisse un parc national d'innovation. C'est la première fois qu'on aura la possibilité de faire ce projet. Après, qui porte le projet? Maintenant, la possibilité, bon, pas encore, il faut passer au Parlement. Dès que la loi est sur pied, il y a la possibilité pour la Confédération de mettre à disposition des terrains, si elle en a, et elle en a. Et après, il faut évidemment qu'une structure se mette en place. Ce que le Conseil fédéral veut clairement, c'est qu'il y ait une institution nationale, mais elle n'existe pas, monsieur. Donc elle doit être mise en place de droit privé ou de droit public, qui doit être véritablement révélatrice des soutiens à recevoir. Et donc ça doit être vraisemblablement une institution qui regroupe en particulier des cantons et des éléments du secteur privé. Et à partir de là, alors, on peut avancer dans la réalisation sur le terrain. Et après, si vous voulez, si ça se fait un jour dans ce pays, ce que permet encore une fois cette loi, c'est que ça, mais c'est encore une fois beaucoup déjà, eh bien, après, il faudra du temps pour que progressivement, ça se développe. Et c'est ce qui s'est fait dans d'autres pays. C'est vraiment des places fondamentales du savoir où vous avez des institutions de recherche, des entreprises de recherche du secteur privé qui cohabitent dans une espèce de ville technologique. Ce n'est pas un petit parc, c'est quelque chose de très grand. Et en Suisse, on imagine de pouvoir le faire sur plusieurs endroits, mais en réseau. Vous pouvez avoir des consortiums différents sur les réseaux, mais l'institution nationale qui portera le parc national d'innovation en tant que tel, eh bien, elle doit être une seule institution. Alors qu'on peut donner les contours possibles, mais on ne peut pas dire maintenant quels sont les contours exacts, parce que ce serait faux, et ce serait vraisemblablement quelque chose de très mauvais pour le projet. Il faut laisser le plus possible de souplesse, et c'est ce que fait la loi, et en même temps marquer très clairement la volonté de la Confédération d'agir pour que cette idée puisse être un jour réalisée et ait de réelles chances de succès. Mais c'est un projet de plusieurs années, sinon plusieurs dizaines d'années, pour que ça arrive vraiment à quelque chose de très positif. Vous pouvez, je vous l'ai dit avant, peut-être M. Flieger pourrait donner quelques exemples, mais ce qui existe à côté du MIT, le parc technologique en fait de Massachusetts Institute of Technology est un exemple. Ce qui existe en Berlin, je vous ai parlé du quartier Adlershof, qui est une sorte de ville technologique, est aussi quelque chose qu'on peut citer comme exemple, mais c'est dans cet ordre de grandeur ou dans cette ligne-là qu'il faut aller, mais il faut lui laisser
la plus grande marge de manœuvre pour trouver son assise nationale. Donc, si vous voulez, c'est le kick-off. On a tapé dans le ballon, mais on n'a encore pas gagné le match. Monsieur Häfliger, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Ich möchte nur vielleicht hinzufügen, wir haben natürlich alle diese internationalen Beispiele deutlich gründlich analysiert und vor allem haben die Initiatoren der Ideen diese Beispiele gründlich analysiert. Und es ging effektiv darum, hier im Gesetz möglichst die Konturen flexibel zu halten, damit die Projekte sich entwickeln können. Es wird sicher ein Generationenprojekt werden und nicht etwas, das sich von heute auf morgen sehr schnell realisieren kann. Merci. D'autres questions? N'y a-t-il vraiment plus aucune autre question? Si c'est le cas, je vous remercie. Vous souhaite un excellent après-midi. Merci, monsieur le conseiller fédéral. Merci, monsieur le directeur.